NASA se prépare pour la Lune, CASC en compétition avec SpaceX, la capsule endommagée chinoise redescend sur Terre, un nouveau chef chez Ariane Group, revue à Starbase, un nouveau fabricant de fusées vient de naître, le nucléaire sur la Lune, le spatial chinois passe une journée noire, le britannique Orbex est en vente, et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La SLS ou Space Launch System est la fusée super lourde développée par la NASA pour le programme Artemis, destiné à ramener des humains sur la Lune et plus tard sur Mars. C'est actuellement la fusée la plus puissante au monde en termes de poussée au décollage, environ 4000 tonnes de poussée, dépassant même la Saturn V des missions Apollo. La SLS a fini son intégration au centre spatial Kennedy et est en chemin pour le pas de lancement LC-39P. La NASA vise février comme la fenêtre de lancement de ces 4 astronautes qui survoleront la Lune à bord de la capsule Orion de la SLS. Bien sûr, c'est le deuxième vol de la SLS avec cette fois-ci des humains à bord. Une variante de la Long March 12 est la Long March 12B, qui est en fait une version réutilisable de son premier étage. La CASC a complété son assemblage et a été transportée vers son pas de lancement au site de Jiuquan en Chine pour y effectuer un essai moteur statique. Elle est en concurrence directe avec la Falcon 9 de SpaceX pour lancer ses propres constellations de satellites pour Internet avec une dimension similaire à celle de la Falcon 9, utilisant également du kérosène et de l'oxygène liquide pour une masse de charge utile de 20 tonnes en orbite terrestre basse. À ne pas confondre avec la Long March 12A, aussi réutilisable, qui a volé pour la première fois en fin décembre 2025, qui fonctionne au méthane, avec une masse de charge utile de seulement 9 tonnes en orbite terrestre basse. Cette dernière a atteint son orbite, mais le premier étage n'a pas réussi à atterrir en douceur. En novembre 2025, l'équipage Shenzhou 21 a rejoint la station spatiale chinoise Tiangong pour remplacer l'équipage Shenzhou 20, qui a passé près de 6 mois dans la station. Hélas, l'équipage a découvert que l'une des fenêtres de la capsule Shenzhou 20 avait une fissure due à des débris spatiaux. C'est pourquoi l'équipage Shenzhou 20 est retourné sur Terre 2 semaines plus tard en utilisant la capsule de l'équipage Shenzhou 21, laissant cet équipage sans moyen sûr de rentrer sur Terre en cas de problème, comme cela a été le cas avec la NASA et l'équipage numéro 11 la semaine dernière. En fin novembre, la capsule Shenzhou 22 est arrivée à vide pour sauver l'équipage Shenzhou 21, mais l'équipage a travaillé pour réparer le mieux possible la vitre du Shenzhou 20. Cette semaine, cette capsule Shenzhou 20 a quitté la station spatiale vide, bien sûr, et a atterri en Chine sans problème majeur. Je veux dire que la vitre a tenu le coup. On n'en sait pas plus, mais c'est une bonne nouvelle pour l'agence chinoise de vol habité CSMA, bien que l'agence cache la fenêtre au public à son arrivée, comme vous le voyez sur la photo. Il y a une semaine de cela, je parlais dans mon épisode du manque de remplaçant de Martin Sion, directeur général d'Ariane Group. Cette semaine, on a été entendu, le conseil d'administration d'Ariane Group a désigné Christophe Bruno comme nouveau directeur général avec une prise de fonction prévue pour le 1er avril 2026, comme convenu. Il succédera à Martin Sion, bien sûr. Christophe Bruno dispose de plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'espace et la défense. Il quitte son poste de directeur de la division moteur militaire chez Safran Aircraft Engines. Il est particulièrement reconnu pour sa maîtrise des programmes de collaboration franco-allemands, un atout jugé crucial pour le poste. Bruno devra piloter la montée en puissance industrielle d'Ariane 6 et préparer les futurs programmes civils et militaires du groupe. À Starbase, pas grand-chose de nouveau s'est passé. SpaceX continue de tester le bras d'alimentation en propergol du Starship sur la tour Mekasila numéro 2. Au site de Massey, plusieurs tests sont en cours, notamment le spécimen B18-3 qui teste l'intégrité structurelle du premier étage de version 3. On peut voir sur les images que la structure s'est endommagée en flambage autour de la jonction commune des réservoirs de méthane et oxygène durant les essais en compression.
Je n'irai pas spéculer, je laisse SpaceX nous dire ce qu'il en est plus tard. Le secteur spatial continue de grandir et donc d'attirer de nouveaux fabricants. En Corée du Sud, le fabricant de voitures Hyundai et de véhicules ferroviaires Rotem, ainsi que la compagnie aérienne Korean Air, se sont unis pour créer la fusée qui aurait 1 à 3 cœurs sur son premier étage, ou celles-ci sont même réutilisables comme la Falcon Heavy. Elle s'appelle Blue Dragon et a 9 moteurs alimentés au Metalox par corps de fusée. Donc, Hyundai Rotem n'est pas si nouveau que cela. En fait, il fabrique déjà des moteurs de fusée sud-coréens pour la fusée Nuri depuis 30 ans. La fusée devrait envoyer des charges utiles allant de 1,4 pour un corps à 4,5 tonnes pour 3 corps en orbite terrestre basse d'ici 2032. La NASA et le département de l'énergie américain viennent de signer un protocole d'accord historique pour accélérer le développement de l'énergie nucléaire sur la Lune. L'objectif principal est de déployer un système de puissance de fission de surface d'ici la fin de la décennie. Ce projet est jugé stratégique pour garantir la supériorité spatiale américaine et ne pas laisser la Chine dominer seule cette technologie. La Lune a 2 semaines de nuit, ce qui est la raison principale du choix du nucléaire. Cette accélération provient du nouveau directeur de la NASA, Jared Isaacman, qui l'a mentionné durant son discours de nomination. L'espace nous a rappelé ce week-end une vérité cruelle. Rien n'est jamais acquis. Le samedi 17 janvier 2026 restera dans les annales comme l'une des journées les plus difficiles pour le programme spatial chinois. Tout a commencé dans la nuit du vendredi au samedi. La mythique fusée Long March 3B, véritable bourreau de travail de l'agence d'État, a échoué à placer en orbite le mystérieux satellite Shijian 32. Une défaillance du 3e étage a empêché d'atteindre l'altitude ciblée. C'est la fin d'une série incroyable de 296 lancements réussis consécutifs pour la famille Long March, une série parfaite qui a duré près de 6 ans. À peine 12 heures plus tard, tous les regards étaient tournés vers le centre de Jiuquan pour le vol inaugural de la CRS-2, la nouvelle fusée massive de l'entreprise privée Galactic Energy. Malheureusement, l'essai en vol s'est terminé par un crash au sol peu après le décollage. Les 6 satellites commerciaux à bord ont bien sûr été perdus. C'est un coup d'arrêt brutal pour cette compagnie chinoise qui espérait concurrencer les lanceurs lourds internationaux. Cela s'ajoute à l'échec du PSLV indien de la semaine dernière. Le début d'année se trouve être noir pour l'industrie spatiale. The Exploration Company, ou TEC, est en négociation pour racheter le britannique Orbex. La start-up européenne Tech, spécialisée dans la logistique spatiale et les capsules réutilisables, est en pourparlers pour acquérir le constructeur de fusées britannique Orbex. Une lettre d'intention a été signée entre les deux entreprises cette semaine. Le PDG d'Orbex, Phil Chambers, a laissé entendre que la situation financière de l'entreprise a poussé Orbex à chercher un acquéreur. Parallèlement, sa filiale danoise s'apprête à déposer le bilan. Hélène Huby, PDG de Tech, estime que les deux entreprises sont complémentaires. Tech développe la capsule Nix et le moteur à haute poussée Typhoon, tandis qu'Orbex apporte ses lanceurs Prime, petit lanceur, et Proxima, moyen lanceur. Tech travaille en étroite collaboration avec le gouvernement britannique pour s'assurer que cette fusion renforce la feuille de route du Royaume-Uni en matière de lanceurs. J'avais déjà mentionné qu'Orbex n'avait pas un modèle économique attirant et donc cet événement ne me surprend pas du tout. Donc, affaire à suivre. Le 16 janvier, CASC a lancé une Long March 3BE depuis la Chine pour sa mission Shijian 32, un satellite expérimental chinois multirôle classifié. Hélas, le vol a échoué avec l'anomalie de son 3e étage. C'est un événement rare pour la CASC. La dernière défaillance remontait à 2020. Le 17 janvier, Galactic Energy a lancé sa nouvelle fusée CRS-2 depuis la Chine pour son vol inaugural. Décidément, ça n'a pas été la semaine chinoise car ce vol a été voué à un échec. Peu après le décollage, une anomalie s'est produite durant le vol. Selon des vidéos de spectateurs sur place, la fusée a montré des signes d'instabilité avant de s'écraser au sol avec ses 6 satellites commerciaux. Cette fusée pouvant transporter jusqu'à 1,6 tonnes est le modèle le plus grand de sa CRS-1. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission NROL 105.
Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a atterri de retour sur site. Le 18 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 600. Le premier étage a volé pour la 24e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 19 janvier, CSC a lancé une longue marche 12 depuis la Chine pour sa mission Satnet Leo Group 19, un lot de 9 satellites de communication Internet pour la constellation Satnet ou Guowan. Le 22 janvier, SpaceX a lancé sa Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1730. Le premier étage a volé pour la 10e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Et le même jour, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission The Cosmos Will See You Now. La charge utile était les 2 premiers satellites pour l'Internet en orbite terrestre basse pour une compagnie britannique, mais pour autant gérée via la principauté de Liechtenstein. En résumé, du 1er janvier au 22 janvier 2026, 15 fusées ont été lancées avec succès, 10 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 6 étaient des missions Starlink de SpaceX et 5 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par Andy McCarthy de la grande nébuleuse d'Orion, aussi connue sous le nom de Messier 42, qui est sans doute l'objet le plus spectaculaire du ciel profond. En ce mois de janvier, elle est idéalement placée pour l'observation, car elle culmine dans le ciel tard le soir. C'est l'une des rares nébuleuses visibles à l'œil nu. Elle est située à environ 1350 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion, bien sûr. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.